me représente, donc Corinne Morel-Darleux. Moi, je suis conseillère régionale, je précise, d'opposition ici à la région Auvergne-Rhône-Alpes, et je suis également en charge des questions d'écosocialisme depuis maintenant quelques années au sein du Parti de gauche. Et puis il se trouve que, voilà, au-delà de ça, qu'il ne suffit pas à me définir, j'écris, je lis, je m'intéresse évidemment au monde qui m'entoure. Et du coup, pour revenir à la question de l'effondrement et du registre émotionnel, comme Pablo a travaillé sa part féminine, moi j'ai beaucoup travaillé ma part masculine depuis que je fais de la politique. Et donc le registre émotionnel n'est pas forcément le registre vers lequel je vais me sentir le plus à l'aise, notamment quand il est question de politique. Mais au-delà de la boutade, moi ce qui m'a le plus percuté finalement, c'est pas de prendre connaissance en fait de ces nouveaux courants écrits de la collapsologie. Ce qui m'a le plus percuté, c'est quand il y a 10 ans, j'ai quitté la ville parisienne pour m'installer dans la Drôme, dans une petite ville, dans le parc naturel régional du Vercors, et que tout d'un coup, j'ai découvert qu'il y avait de fait effectivement 4 saisons pour de vrai, et où finalement, moi qui suis née et grandie à Paris, qui suis allée faire mes études à Rennes pour ensuite revenir à Paris, c'était la première fois que concrètement je mettais les mains dans la terre, que je marchais en montagne, que je me baignais dans une rivière. Et tout d'un coup, il y a eu un espèce de truc où des choses qui sont des intuitions intellectuelles, qui marchent bien dans le cerveau, sont à un moment donné éprouvées par les sens et deviennent une vérité qui devient effectivement une vérité intérieure, parce que vos sens l'ont éprouvée. Et je crois de plus en plus qu'on défend bien que ce qu'on a éprouvé aussi par les sens, et qu'il faut qu'on se laisse percuter par ces choses-là, et pas seulement qu'on s'informe, ou qu'on réfléchisse, ou qu'on théorise. Je crois qu'il y a à un moment donné un passage obligé, effectivement, par cette appréhension qui de fait relève de l'ordre de l'intime et de l'appréhension personnelle. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Et puis, en lien avec ça, je crois que finalement, ce que ça débloque le plus chez moi, ces réflexions, ces rencontres, ces lectures, c'est peut-être effectivement la part de spiritualité. Moi, je viens d'une culture politique où la spiritualité a plutôt mauvaise presse, et où on est plutôt dans une démarche de matérialisme historique, de conditions matérielles d'existence, anticléricales, donc tout ce qui s'apparente à la spiritualité, au chemin intérieur, etc., et quand même pas forcément ce qui nous structure idéologiquement. Et tout d'un coup, arrive là un champ qui est pour moi éminemment politique, parce qu'aujourd'hui, je considère qu'en tant que militant politique, en tant que responsable, en tant qu'élu, on ne peut pas passer à côté de ces réflexions-là et de la manière dont ça vient bousculer nos certitudes, nos programmes, ce qu'on raconte dans le débat public. Donc ce champ éminemment politique, en réalité, ne peut s'ouvrir à nous que si, à un moment donné, on accepte de faire des détours par la philosophie, par une forme de spiritualité et par le fait, du coup, d'apporter à notre discours politique des ingrédients qui ne s'y trouvaient pas jusqu'ici. Je vais prendre là aussi un exemple. Moi, je travaille beaucoup en ce moment sur la notion de dignité du présent. Pourquoi la notion de dignité du présent ? Parce qu'il me semble que dans ce contexte de l'hypothèse de l'effondrement, nos victoires futures, les victoires de nos combats politiques à venir sont de plus en plus hypothétiques. Déjà qu'au présent, elles ne sont pas toujours resplendisantes, mais là, elles sont de fait de plus en plus hypothétiques. Et plus elles sont hypothétiques, et plus cela justifie, à mon sens, de ne pas y sacrifier justement cette dignité du présent, et de réintroduire une notion d'éthique en politique. Parce qu'en réalité, et ça répond en partie à cette objection de se dire finalement, si tout est foutu, pourquoi continuer à lutter ? Une des premières raisons, c'est celle-là. C'est tout simplement cette dignité du présent qui, à elle seule, devrait suffire à justifier en fait l'ensemble de nos actions et l'ensemble des combats que nous continuons à mener.
Et il se trouve que j'ai relu cet été un livre qui n'est pas un livre de science-fiction, mais qui est vraiment un roman tellement fondateur. Je l'avais déjà lu, je l'ai relu, et vraiment j'invite tout le monde à le lire. C'est Les Racines du ciel de Romain Gary, qui date des années 50, et qui développe justement cette idée de la marge humaine. Son personnage principal, qui s'appelle Morel, se bat contre le massacre des éléphants en Afrique subsaharienne, au nom de cette marge humaine qui est finalement cette dignité du présent, qui consiste à dire que finalement la dignité humaine, la grandeur de l'être humain, c'est aussi de laisser un espace, une marge de liberté à ces espèces de mastodontes que sont les éléphants qui prennent de la place. Et notre capacité à leur laisser cette place est aussi consubstantielle de notre capacité à nous laisser nous-mêmes notre dignité d'être humain. Donc ça, c'est, voilà, je pense aussi quelque chose que peut nous apporter toutes ces réflexions autour de l'effondrement. De manière plus prosaïque, je prends aussi souvent l'image de l'orchestre du Titanic, qui continue à jouer malgré le naufrage, et qui joue sa partition jusqu'au bout, avec ce côté totalement décalé et totalement désuet de cet orchestre en costume 3 pièces, en train de poursuivre sa symphonie pendant que le navire est en train de s'immerger dans les flots. Et moi j'aime bien cette image. Je trouve qu'elle peut aussi nous donner de la ressource par rapport à tout ce que nous avons à affronter d'ores et déjà, et de plus en plus dans les semaines et les mois qui viennent. Dernière petite chose très rapidement, puisque Pablo parlait tout à l'heure de la science-fiction, et c'est vrai qu'on discute régulièrement sur ces questions de comment est-ce que la science-fiction, ou de manière plus générale les dystopies, les fictions post-apocalyptiques, d'anticipation, peuvent nous aider dans cette réflexion. Il me semble que justement, quand on parle d'émotions et de la manière dont on est en capacité ou non de gérer nos émotions, ces fictions sont un apport intéressant parce qu'elles servent un peu de juste mise à distance. C'est-à-dire que concrètement, quand vous lisez un roman post-apocalyptique, c'est quelque chose qui est déjà de l'ordre du descriptif d'un futur possible, mais c'est aussi quelque chose qui est à distance. C'est-à-dire que bon, c'est pas tout à fait nous, c'est pas tout à fait aujourd'hui, c'est pas tout à fait le monde que l'on connaît. Et le fait de décaler juste un petit peu comme ça, de mettre juste un petit peu de distance, parce que c'est pas en 2018, c'est en 2050, etc., permet de regarder la catastrophe en face sans se la prendre trop directement justement dans la face. C'est un peu, vous voyez, ça joue un peu le rôle en quelque sorte de lunettes du réel, qui permettent de regarder de près les choses tout en les maintenant voilà, à une juste distance. Ça permet de s'y projeter davantage qu'un essai universitaire, parce qu'il y a un récit, parce qu'il y a des personnages, et en même temps ça permet de maintenir cette distance qui peut être intéressante au moins pour aborder la question de manière peut-être un petit peu moins anxiogène, tout en l'abordant malgré tout de manière assez déterminée.